On a tous déjà vu cette scène-là. On entre dans un café et il est là. Le gars avec la chemise impeccable qui tape à toute vitesse sur son MacBook Pro dernier cri. Il a l'air de sortir tout droit d'une pub pour le succès. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette image parfaite? Absolument tout chez lui crie la stabilité financière. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il est à 3 jours de passer dans le rouge sur son compte de banque. Ses cartes de crédit plafonnées. Bienvenue dans l'ère des discrètement fauchés, où une génération entière est passée maître dans l'art du théâtre financier. Bon, mettons les choses au clair. C'est quoi, au juste, être discrètement fauché? C'est quand, en apparence, tout va bien, mais qu'en privé, on se bat avec les dettes, on vit d'une paie à l'autre et on est à une seule urgence, une seule, la crise financière. C'est ça qu'on décortique aujourd'hui, puis ça touche bien plus de monde qu'on pense. Et c'est pas juste une impression. En une seule année, on a vu une augmentation de 60 % de l'anxiété financière chez les travailleurs. Ça veut dire qu'on est passé de moins d'un travailleur sur 3 qui se sentait en insécurité financière à presque 1 sur 2. C'est pas une pente douce, c'est une vraie chute libre. Alors, on en arrive au cœur du problème. C'est pas une question de responsabilité personnelle. C'est le résultat de changements économiques massifs et profonds. Le jeu est fondamentalement truqué parce que les règles ont changé, mais personne n'a vraiment envoyé le mémo aux joueurs. Oubliez l'histoire des toasts à l'avocat. Le vrai problème, c'est que l'échelle économique a la moitié de ses barreaux de scier. On parle d'une génération qui a tout fait comme il faut, les études, la carrière, pour finalement se rendre compte que les poteaux au début pour atteindre la sécurité financière avaient été déplacés. Et ça illustre parfaitement le fossé. Avant, le conseil c'était « mets ton argent dans un compte à 3 %, achète une maison, puis tu vas avoir ta pension ». Aujourd'hui, l'épargne rapporte 0,01 %, le logement est impayable et la retraite, c'est une crise à gérer soi-même. Le contraste est assez brutal. Bon, premier gros morceau de cette crise, l'accès à la propriété. Ça a toujours été vu comme une étape clé de la vie d'adulte, mais pour beaucoup, c'est devenu un véritable cul-de-sac générationnel. La question se pose, pourquoi est-ce que devenir propriétaire est devenu un rêve quasi inaccessible pour autant de gens? La réponse, franchement, elle se trouve dans les chiffres. Les données qui suivent sont assez parlantes. Regardez bien ce graphique, c'est la comparaison qui est vraiment intéressante. En 1984, le prix d'une maison, c'était environ 4 fois le revenu médian. Aujourd'hui, on le voit, on est rendu à 6 fois. Mathématiquement, c'est juste devenu beaucoup plus difficile. Et ça a des conséquences directes sur notre psychologie. Quand on a l'impression qu'on ne pourra jamais économiser pour un gros projet comme une mise de fonds, la tendance c'est de dépenser pour le moment présent. C'est ce qu'on appelle le doom spending ou les dépenses du désespoir. Et ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est une réponse logique à une situation qui, elle, ne l'est pas. Le niveau de désespoir est assez frappant. On parle de 41 % des millénarios qui seraient prêts à acheter une maison avec de l'amiante, 34 % qui accepteraient de vivre à côté d'un cimetière. On n'est plus dans les préférences de style de vie, là. Ce sont des compromis extrêmes faits par une génération qui se sent complètement exclue du marché. Le deuxième pilier de la crise, le poids de la dette étudiante. C'est comme une ancre qui tire tout le monde vers le fond et qui pèse sur chaque décision. Ça transforme ce qui devait être un investissement en un échec qui coûte très cher. Le seul moyen d'une dette étudiante, ça dépasse 40 000 $. Mais l'impact, il va bien au-delà de l'argent. Comme on le voit ici, plus de la moitié des gens endettés ont dû retarder des décisions majeures dans leur vie, c'est la partie en bleu, et presque 60 % vivent avec du stress et de l'anxiété à cause de ça, la partie en mauve. C'est vraiment un effet domino dévastateur. On s'embête pour étudier, on arrive sur un marché du travail précaire et ça retarde tout, l'achat d'une maison, le projet de fonder une famille et même commencer à économiser pour la retraite. Chaque étape de la vie est comme mise sur pause. Cette citation, elle résume parfaitement le sentiment de trahison. Le système d'éducation a vendu un produit qui n'a pas tenu ses promesses, mais qui a quand même laissé la facture à payer. La dette était supposée être un tremplin, c'est devenu un boulet, une vraie trahison. OK, maintenant, on aborde le troisième pilier. Et celui-là, il est un peu contre-intuitif. On va voir pourquoi même les gens qui gagnent des salaires à 6 chiffres peinent à arriver. C'est ce qu'on appelle l'illusion de l'aisance. On a tous ce mythe bien ancré dans la tête, un salaire de 100 000 $, ça y est, on a réussi, on est à l'abri du besoin. Sauf que la réalité est pas mal plus compliquée. En fait, étonnez-vous bien, 64 % des personnes qui gagnent un salaire à 6 chiffres disent vivre d'une paye à l'autre. C'est pas une petite minorité, là, c'est la majorité. Ce salaire, ce n'est plus un symbole de succès, c'est le nouveau minimum pour garder la tête hors de l'eau. Et la raison, c'est pas que les gens dépensent sans compter, c'est que le coût des besoins de base de la classe moyenne, le logement, la santé, la garderie, l'éducation, a littéralement explosé. La classe moyenne n'a juste plus les moyens de vivre une vie de classe moyenne. Tout ça, ça nous amène à une nouvelle réalité financière. On ne parle plus de cas isolés, mais bien d'une rupture du système.
On va maintenant assembler toutes les pièces pour voir l'ampleur du fossé qui s'est creusé. Ce graphique, il est sans appel. Regardez la partie mauve, les baby boomers contrôlent plus de 50% de toute la richesse, alors qu'ils sont une part de plus en plus petite de la population. Maintenant, la partie verte, les millénarios en possèdent moins de 10%. On n'est plus dans l'inégalité, c'est de l'accaparement économique. L'analogie du casino est vraiment puissante. Quand on essaie d'acheter une maison et qu'on compétitionne contre des gens qui peuvent payer comptant, on ne se bat pas à armes égales. Le jeu est truqué, tout simplement. Et s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. Ce n'est pas un échec personnel. C'est une panne du système qui a été déguisée en problème de responsabilité individuelle. La société a fait grimper le prix de tout ce qui compte, puis a blâmé les gens de ne plus avoir les moyens de se le payer. Alors voilà, on termine avec cette question. Le jeu est brisé, les anciennes règles ne s'appliquent plus. La vraie question maintenant, c'est quelles sont les nouvelles règles et surtout, qui va les écrire?